vais commencer par me présenter. Jean-Claude Lewandowski, je suis rédacteur en chef des Écosup, qui est le hors-série des échos destinés aux étudiants des grandes écoles et des universités. Nous sommes ici ce soir pour parler d'argent et pour parler du bonheur. L'argent est-il toujours source de bonheur? C'est en effet le thème du débat de ce soir. L'argent fait-il le bonheur, comme on dit? L'argent peut-il y contribuer? Dans quelle mesure? L'argent entretient quel type de relation avec le bonheur ou au moins le bien-être? Voilà quelles sont les questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse ce soir. Un thème éternel donc, mais aussi un thème tout à fait d'actualité avec la crise que nous traversons ou que nous venons de traverser. Alors pour ce débat est le premier d'un nouveau cycle d'une série qui s'intitule « Le sens du management ». Le sens du management a démarré en quelque sorte en 2005 à l'initiative de Audencia Nantes et de l'Institut de l'entreprise. Et ce cycle de débats et de conférences redémarre aujourd'hui avec cette fois 5 écoles engagées. 2 écoles de management, Audencia Nantes et l'INSEC Paris et Bordeaux, et 3 écoles d'ingénieurs, Centrale Paris, HEI à Lille et l'INSA à Lyon. 3 écoles d'ingénieurs, 2 écoles de management et aussi le partenariat de l'Institut de l'entreprise et également des échos. Alors, en quoi consiste la formule du sens du management? Eh bien, elle consiste à faire dialoguer, à faire échanger 2 personnalités d'horizons très différents. D'une part, un philosophe, un sociologue ou un historien, et d'autre part, un chef d'entreprise, un grand patron. Et ces 2 personnalités dialoguent sur un grand sujet philosophique, mais un sujet qui a aussi des implications, des résonances dans le monde des affaires, dans la vie des affaires. Et ces 2 personnalités dialoguent non seulement entre elles, mais également échangent avec les étudiants qui sont présents sur ce plateau. Je vous en dirai 2 mots dans un instant. Et également les étudiants qui sont à distance sur les campus, dans les amphis de Paris, de Nantes, de Lyon, de Lille, que je salue pour l'occasion. Alors, je vais tout d'abord vous présenter nos 2 invités et ensuite vous dire un petit peu comment on va organiser ce débat sur un thème quand même très vaste. Alors, tout d'abord, donc Gilles Lipovetsky, vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Grenoble et, pour faire court, comme on dit dans notre langage, auteur de nombreux ouvrages, dont en particulier Le bonheur paradoxal, essai sur la société d'hyperconsommation qui est paru, si je me souviens bien, en 2006. Alors, ensuite, à vos côtés, Charles-Henri Philippi, vous avez commencé par une carrière de haut fonctionnaire, vous avez ensuite bifurqué vers la banque, vous avez été président, directeur général de HSBC France, et vous avez eu un parcours ou des centres d'intérêt variés, puisque vous êtes notamment conseiller éditorial d'une revue qui s'appelle Art Absolument. Et vous êtes vous aussi auteur d'un ouvrage récent qui s'intitule « L'argent sans maître ». Vous voyez qu'on est tout à fait dans le sujet du jour. Alors, je vous l'ai dit, il y a d'autres acteurs, il y a nos 2 intervenants, mais il y a également les étudiants qui sont ici et qui représentent les 5 écoles qui sont partenaires de l'opération. Et il y a également les étudiants qui sont donc dans les amphis, qui peuvent intervenir, qui peuvent poser des questions à nos 2 intervenants par l'intermédiaire d'emails et de l'ordinateur qui est ici présent. Alors ce débat, nous allons le diviser en 4 chapitres. Nous allons partir de l'actualité, la crise, qu'est-ce qu'elle nous apprend finalement sur l'argent, sur le bonheur, comment l'analyser, comment la comprendre. Deuxièmement, le rôle croissant de l'argent dans notre société, ce qu'on appelle avec des guillemets la marchandisation. Troisièmement, pourquoi au niveau individuel, pourquoi cette course à l'argent? Pourquoi tout le monde cherche-t-il à gagner plus d'argent, à gagner plus, comme on dit? Quelles sont les motivations donc de cette course à l'argent? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles étaient hier? Et enfin, en manière de
de synthèse, eh bien, nous allons voir si l'argent, essayer de répondre à la question initiale, donc est-ce que l'argent peut être source de bonheur ou au moins de bien-être. Alors, je me tourne à nouveau vers Gilles Lipovetsky, c'est vous qui allez ouvrir le débat. Donc, en fait, alors, quand nous avons préparé ce débat, je me souviens que je vous avais proposé de démarrer avec l'actualité, avec la crise, et vous m'avez dit, oh, mais moi, la crise, écoutez, moi, je ne suis pas un économiste, et, bon, je ne suis pas très chaud pour partir de cette crise. Mais quand même, bon, la crise nous apprend des choses sur l'argent, sur le bonheur. Et voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous analysez cette crise, ce que vous y voyez. Oui, si vous voulez, cette crise, elle me paraît révélatrice d'un phénomène fondamental de notre époque que j'ai appelé l'hypermodernité et dont un des traits caractéristiques, c'est l'excroissance. L'excès en toute chose. Et évidemment, le secteur financier dont M. Philippi va parler tout à l'heure en est, je pense, une extraordinaire illustration. Excès de crédit, de liquidité, de complexité mathématique dans les modèles, de profit sans doute, et bien d'autres points encore. Mais ce qui me paraît essentiel pour la compréhension du phénomène, c'est que ce phénomène hypertrophique est le résultat d'un phénomène fondamental qui est la dérégulation. Or, cette dérégulation, elle me paraît constitutive de l'ensemble de notre société. Elle n'est pas le simple fait de la vie économique ou financière. Dérégulation dans quel domaine ? Alors, on pourrait le montrer par exemple dans la vie familiale, dans la vie politique, où avec l'érosion des étanchéités de la droite et de la gauche. Mais on peut le montrer aussi, ce qui nous rapproche de notre thème de ce soir, dans la consommation. Parce que la consommation tout entière, je crois, obéit désormais à un phénomène parallèle. De même qu'il y a eu démantèlement des anciennes barrières, des anciennes régulations de l'univers financier, nous trouvons la même chose en ce qui concerne la consommation. Nous sommes là aussi dans un univers de turbo-consommateurs, au sens où désormais, la consommation n'est plus structurée par des cultures de classe. Avant, les ouvriers, les paysans, les bourgeois, ils avaient des modes de vie, des manières de consommer. Aujourd'hui, tout ça est flou. Il n'est plus possible de trouver des contrôles collectifs. Mais la dérégulation, c'est aussi la dérégulation des lieux. Autrefois, pour aller au cinéma, il fallait aller dans un lieu avec des horaires précis. Aujourd'hui, n'importe quel film se consomme à la télévision, sur Internet, avec des DVD, en déplacement, n'importe où. Et c'est aussi ce qu'on appelle le tout de suite, en fait. C'est le tout de suite, mais y compris dans l'univers de la consommation. Donc cette déréglementation, cette déstabilisation que l'on voit dans les flux financiers, on la trouve également dans l'univers de la consommation. Et évidemment, l'impact de tout ça, c'est dans les vies individuelles. Chez le consommateur lui-même, nous trouvons désormais cette dérégulation, avec évidemment une sorte d'emblème extraordinaire qui est l'obésité. L'obésité qui est une sorte d'excès de la consommation, mais qui vient de la disparition des anciennes limites, des anciennes barrières, qui autrefois contrôlaient d'une certaine façon les individus. Mais il y a bien d'autres phénomènes. Évidemment, l'épargne qui s'est réduite, les crédits excessifs, les ménages surendettés. Tous ces phénomènes montrent que nous avons désormais dans la consommation elle-même un phénomène de fuite en avant, d'outrance, d'hypertrophie, et qui, juste un mot pour terminer et laisser la place à M. Philippi, il me semble que nous payons ce phénomène-là de manière lourde. Par la crise. Et surtout, me semble-t-il, ça nous donne comme leçon le fait que la consommation hypertrophique n'est pas le diable. Il ne faut pas exagérer. Elle a aussi des bienfaits, par exemple pour la médecine ou des choses comme ça, ou la communication, l'information. Mais en même temps, elle a trop de place. La consommation doit rester à sa place, c'est-à-dire elle doit être un moyen. Et j'ai bien peur
qu'à bien des égards, elle soit devenue pour tout un ensemble de gens une fin en soi. Alors je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, sur la question des comportements. Mais en gros, si j'ai bien compris, votre logique, c'est que votre idée, c'est qu'on paye tous ces excès, tous ces débordements, cette perte de limite avec la crise, en fait. C'est ça votre analyse de la crise. Alors, je suppose que vous, ex-banquier, ou banquier, on peut dire, vous avez une vision totalement différente des causes de la crise. Banquier, on le reste, n'est-ce pas? C'est terminé. Voilà, on est banquier pour la vie. On est classé. Alors, il me semble d'abord que je partage le constat sur, au fond, l'hypertrophie ou la prolifération de l'argent. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un phénomène objectif. Nous avons besoin, pour faire fonctionner nos sociétés, d'une quantité d'argent de plus en plus importante en termes relatifs, en termes de proportion aux biens réels. Alors pourquoi ? D'abord parce que c'est le simple produit de la division du travail que tout le monde a étudié. Si je suis seul à cultiver mon champ, je n'ai pas besoin d'argent, je fais de l'autoconsommation. Si j'en distribue une partie, je vais interagir avec un autre acteur économique et là, une créance et une dette vont se créer. Et si, autour d'un même produit, compte tenu de la division du travail, nous sommes 10 acteurs économiques différents à intervenir, nous sommes obligés de créer des flux financiers entre nous qui fabriquent des créances et des dettes. Et les chiffres démontrent qu'en un siècle, le montant des créances et des dettes, pas des flux, pas des mouvements de marché, le montant simple des créances et des dettes qu'il faut pour fabriquer 1 euro de produit intérieur brut a été multiplié par 5. En un siècle. En un siècle. Évidemment, il y a eu la croissance de l'économie qui a fait croître la quantité à due proportion, et puis vous multipliez tout ça par 5. Puis ensuite, il faut remultiplier tout ça, parce que si je suis un agent économique et que je vous ai vendu quelque chose et que j'ai une créance sur vous, je cherche à m'en débarrasser pour pouvoir faire une autre opération. Et donc, j'ai besoin des marchés. Et donc, les flux financiers explosent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est absolument clair, c'est la longévité. La longévité fait que nous passons toute une partie de notre vie à fabriquer de l'argent que nous allons dépenser dans un futur lointain. Cet argent, il faut le stocker, l'intermédier, de telle sorte qu'il soit disponible dans le futur. Et enfin, il y a un élément qualitatif qui est très important, c'est que l'argent s'est modernisé, est un signe assez parfait, est un signe de dialogue entre les êtres humains assez parfait. Si vous allez à l'étranger, c'est plus facile de parler la langue de l'argent que la langue de Shakespeare en Angleterre ou de parler le mandarin à Pékin. Un bon billet de banque va vous permettre de communiquer relativement simplement. Donc, il y a un premier point qui est l'hypertrophie de l'argent et le besoin de gérer cette hypertrophie. Il y a un deuxième point, c'est que cette hypertrophie de l'argent a créé dans les temps récents de la croissance, parce qu'on se plaint de l'excès de l'argent, mais en fait, ça nous a aidés à prospérer. Bon. Alors, encore une fois, si je reprends au fond mes souvenirs d'étudiant, il y a des facteurs de la croissance, il y a le capital, il y a le travail et il y a l'innovation. Et qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années ? Le travail est arrivé à profusion parce que l'Inde et la Chine, notamment, sont entrés dans l'économie de marché. Le capital, du fait même des grands déséquilibres mondiaux, est devenu de moins en moins cher parce que les Chinois, ayant de très grands excédents, devaient les replacer sur le marché occidental et ont fait baisser les taux. Et l'innovation, tout le monde sait que l'économie de l'information a fabriqué une productivité fantastique. Ce qui est un élément tout à fait nouveau, parce qu'encore une fois, quand j'étais plus jeune, je lisais un économiste qui s'appelait M. Fourastier, qui disait « on fait de l'agriculture, on fait de la productivité dans l'agriculture, et donc la main-d'œuvre se déverse sur l'industrie, et ensuite on fait de la productivité dans l'industrie, et la main-d'œuvre se déverse dans les services, et dans les services, il n'y a pas de productivité. Pourquoi ? Parce que c'est l'être humain qui travaille, et au fond, il n'a que 2 bras, etc. Sauf que l'économie de l'information, elle crée de la productivité de nos esprits, tout simplement. Et donc, avec tout ça, et de l'argent en masse, on a fabriqué de la croissance. Et on a fabriqué de la croissance relativement immatérielle. Et, alors, dernier point, vous parlez de dérégulation. Je dirais de non-régulation. Tout se passait très bien, et en plus, ça dépassait nos frontières.
À partir du moment où les frontières sont dépassées, il n'y a plus de limites, comme on dit, et surtout, il n'y a plus de gouvernement. Et donc, d'une part, c'était très très difficile à réguler, et d'autre part aussi, pourquoi réguler ce truc? Puisque ça fabrique de la richesse. Se réguler tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le système s'est cassé. Alors, le système s'est cassé, et on a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. On a bien vu qu'il y avait une crise de crédit, et on l'a vu dès la fin 2006. Une très grande banque internationale a fait une alerte sur ses résultats relativement importants à l'automne 2006 sur les subprimes. Donc, dans la banque, nous savions qu'il y avait un problème de crédit. Mais les problèmes de crédit, ça va, ça vient. On a toujours connu ça. À l'été 2007, il s'est passé quelque chose de très, très particulier. Tout d'un coup, le système bancaire s'est aperçu qu'il ne se faisait plus confiance réciproquement et que tout d'un coup, on ne pouvait plus refinancer nos énormes bilans bancaires. Cette énorme liquidité qu'on avait laissée prospérer, tout d'un coup, c'était terminé. Et il y a un dernier élément de la crise qu'on sous-estime complètement, qui fait partie de la crise, qui est la crise, ce que j'appelle la crise du monde fini. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'entre juin 2007 et juin 2008, le pétrole, qui était déjà très haut, a doublé, il est monté à $150, que le prix du riz a triplé, que le prix de toutes les matières premières ont explosé. Et la crise en Asie, dont l'Asie est sortie relativement rapidement, n'a pas été une crise de la liquidité, bien entendu, puisque toutes les banques étaient tenues. Ça a été une crise des matières premières, une crise d'inflation. Bon. Et à ce moment-là, le monde a été asséché parce que, en quelque sorte, l'argent proliférant qui avait été capable de fabriquer de la croissance se heurtait à une incapacité d'organisation du monde par rapport à ça et au monde fini. Et je crois que c'est tout simplement ça, la crise, c'est l'excès d'argent qui se heurte contre le mur du monde. C'est plus le mur de l'argent, c'est le mur du monde fini, et c'est l'excès d'argent contre le mur du monde fini. Alors, vous vous rejoignez, vous partagez, vous vous retrouvez dans cette analyse, dans ces deux analyses qui sont complémentaires, en fait. Et puis, alors, on va prendre peut-être, si vous voulez bien, une question d'un étudiant. Donc, c'est Antoine Nicolas de HEI à Lille, oui. Futur ingénieur. Voilà, pour revenir sur la notion de bonheur, parce qu'on a beaucoup parlé d'argent et pas énormément de bonheur, la dérégularisation ou la non-régulation de la consommation, donc ce qui permet d'accéder au tout de suite, est-ce que vous pensez que ça permet d'accéder au bonheur finalement? Parce que ce tout de suite, ça permet d'accéder à des choses matérielles et pas forcément des choses plus spirituelles comme le bonheur. Écoutez, oui, je pense que cette dérégulation, elle a apporté beaucoup de choses. Monsieur Philippi l'a rappelé. Je pense que la consommation donne des satisfactions. Mais la satisfaction, ce n'est pas le bonheur. On peut avoir la satisfaction d'aller voir un bon film, de faire un voyage, ça donne des plaisirs. Vous pouvez être quand même malheureux. Mais vous pouvez aussi avoir des plaisirs en étant malheureux. Donc, la consommation, elle peut offrir ça, c'est pas négligeable, mais elle ne peut pas vous donner ce qu'est, au fond, le bonheur, qui est quand même une sorte de paix avec soi-même, d'accord avec soi-même. Et là, c'est pas évident du tout que la consommation puisse y parvenir. Alors, on va prendre une autre question, cette fois d'un des amphis qui sont en direct avec nous par l'intermédiaire des voies de l'électronique. Question de Christine à Audencia, à Nantes donc. Alors, je lis « La volonté d'avoir toujours plus, volonté de puissance chez Nietzsche, le vouloir vivre aveugle chez Schopenhauer, n'est-elle pas un invariant, une caractéristique essentielle de l'homme à toutes les époques, et pas seulement maintenant ?» Alors, est-ce que l'actualité a changé l'homme sur ces questions-là? Charles-Henri Philippi. Enfin, dans tout ce qu'on lit dans l'histoire et dans la philosophie de l'argent, c'est un balancement. L'argent, c'est l'ouverture, l'échange, la libération personnelle. Il faut absolument lire un très grand philosophe qu'on ne connaît pas en France parce qu'on connaît plus Durkheim que lui, qui est Jörg Simmel, qui a écrit le seul grand bouquin qui s'appelle « La philosophie de l'argent » et qui montre à quel degré l'argent a pu être libérateur. N'est-ce pas? Si vous êtes dans une économie d'absence d'argent, dominée par votre seigneur qui est juste là, et que votre seigneur vous dit cultive cette terre, produis-moi ce blé et donne-le-moi, c'est pas pareil
que si vous devez de l'argent à quelqu'un, que vous pouvez choisir les moyens pour acquérir cet argent pour le devoir et payer votre impôt, si vous pouvez multiplier vos relations et finalement ne plus dépendre d'une seule personne, mais de dépendre d'une multitude. Donc il y a un élément de libération personnelle qui est relativement important. Donc il y a cette dimension échange-ouverture qui est très importante. Puis il y a une dimension oppression-domination. Et toute la question, c'est... Les deux ont toujours vécu ensemble, et tous les historiens, je crois tous les philosophes, ont fait valoir ceci depuis les philosophes grecs. Et la question, c'est de savoir si, à mesure qu'on a progressé, on a fait progresser justement plus cette dimension d'échange ou plus cette dimension de domination. Et le problème de la prolifération de l'argent et la nécessité d'accumulation liée à la longévité a créé des stocks d'argent extrêmement importants qui, s'ils sont captés par quelques-uns, favorisent la domination sur les autres. Et je crois que c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui, c'est à la capacité d'un nombre limité de personnes à accumuler l'argent, à en faire un instrument de pouvoir et de domination qui peut présenter des risques. Pour reprendre ce que disait Simmel, il disait l'argent est le seul objet qui ait une esthétique purement quantitative, n'est-ce pas ? Quand on regarde un bel objet, on dit « Ah, c'est un bel objet, il n'y en a qu'un d'ailleurs, il est très beau ». L'argent, plus il y en a, plus c'est beau, n'est-ce pas ? C'est le seul objet qui n'est beau que parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Bon. Et donc, ceci est très très important. Et ce qu'on peut craindre effectivement aujourd'hui, c'est que l'équilibre qui a été à certaines époques beaucoup plus, et d'ailleurs, au siècle des Lumières, on a beaucoup développé cette idée que le doux commerce, l'argent de Smith, Montesquieu, etc., tout ça montre que la dimension d'échange était valorisée par de l'argent petit, dispersé, échangé, qui ouvrait. Et aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de l'argent dominant. Donc déséquilibre en faveur, oui. En direction plutôt du risque d'oppression, de domination et de pouvoir excessif, effectivement. Un mot quand même par rapport à la question, très vite, oui, parce que vous citiez Durkheim, je rebondirai dessus, parce que Durkheim avait parfaitement vu une chose nouvelle dans les temps modernes, c'est que c'est cette ouverture à l'infini. Bien sûr, il y a une dimension chez l'homme, probablement, de dépassement, de gloire, de reconnaissance qui est éternelle et qui fait partie de la nature humaine. En revanche, le fait que les sociétés modernes aient ouvert les horizons, qu'il n'y ait plus de tradition qui ferme les désirs des gens, qu'il semble qu'ils aient le droit à toute chose, à l'infinité des choses du monde, ça c'est nouveau. Parce qu'on vivait, vous le disiez tout à l'heure, dans un monde fini. Dans un monde fini, c'était le monde de la tradition, ou le monde de la religion, qui bornait les choses. Dans le monde moderne ouvre cela. L'univers de la consommation, là encore, ouvert davantage à l'échelle de la vie quotidienne, avec le prix que l'on sait, parce que ça apporte beaucoup d'avantages, de satisfaction, je le disais, mais ça appelle aussi, ça crée de la frustration, ça crée le doute sur soi, ça crée l'interrogation sur sa propre existence. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que j'ai la vie que j'espérais vivre dès lors que tout vous est ouvert et que tout est possible en principe ? Alors, on reviendra, je crois, sur ces questions de motivation et de perception individuelle tout à l'heure. Ça sera le chapitre, le volet numéro 3. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, au chapitre numéro 2, à moins que vous n'ayez une question à poser. Non, pas de question du côté des étudiants. Alors, chapitre numéro 2, ou le volet numéro 2, on a l'impression aujourd'hui que tout s'achète, tout s'échange, tout se vend, tout peut être... objet marchand, tout peut devenir objet marchand. Et alors, je tourne un petit peu la tête derrière moi et je vois, on comprend mieux le monde à travers l'économie. On comprend mieux le monde aussi à travers la finance. On voit bien qu'aujourd'hui, la finance, l'économie, les questions d'argent ont pris un rôle de plus en plus important et que on entre d'une certaine façon dans l'ère de la marchandisation. La culture se vend, l'art se vend, l'éducation se vend, tout s'achète, même les diplômes, paraît-il. Alors,
comment expliquer cette évolution et est-ce qu'il y a quand même des limites qui restent à la marchandisation de notre société? Gilles Lipovetsky. Oui, votre constat me paraît tout à fait juste. On a ce sentiment que non seulement on peut tout acheter et tout vendre, mais dans le détail. Prenons un exemple, autrefois on achetait une salade sur le marché. Aujourd'hui, on n'achète pas une salade. On achète une salade qui est déjà nettoyée, prête à consommer, voire avec déjà une sauce qui l'accompagne. Autrement dit, on va vendre l'acte qui devait préparer même la salade. Ce phénomène de marchandisation, il a gagné l'intégralité ou la quasi-intégralité des secteurs de la vie. La fécondation, par exemple, l'école, la culture, la communication. La culture en particulier offre un champ particulièrement exemplaire du phénomène de marchandisation. Prenez, depuis le fond des âges, les sociétés humaines ont fonctionné avec des fêtes rituelles et religieuses qui scandaient le temps et qui divisaient le temps entre temps profane et temps sacré, avec des fêtes qui avaient une dimension collective et religieuse. Prenez la Noël aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est une fête de cadeaux, c'est une fête marchande, pour l'essentiel. Même s'il y a un habillage qui reste religieux, l'essentiel est dans des phénomènes d'achat de cadeaux. Mais on pourrait élargir encore le phénomène en partant de cette réalité fondamentale qui était que depuis des siècles, on opposait la culture et l'économie. La culture, c'était le règne de l'inéchangeable, c'était le règne du mépris de l'utilitaire qu'on trouve parfaitement développé chez Baudelaire, par exemple, la haine du bourgeois, la haine de l'argent, et que la culture, c'est travail pour l'éternité et non pas pour le succès et pour l'argent. C'est désintéressé. C'est désintéressé, exactement. Et donc, il y a une antinomie entre l'argent ou l'économie et la culture, en tout cas la haute culture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On voit que cette dichotomie, cette antinomie n'existe plus, pour l'essentiel. La culture est devenue un facteur de développement, de croissance. C'est le premier poste d'exportation des États-Unis. C'est un marché. C'est un marché considérable. Ça rapporte plus que Boeing aux États-Unis. L'exportation des téléfilms et des films américains rapporte plus que Boeing. Il faut le savoir quand même. C'est considérable. Donc c'est un vrai secteur économique et l'idée d'une culture antinomienne, une culture qui s'oppose au monde utilitariste est un monde qui a disparu. Prenez l'art, le marché de l'art, qui est devenu une part importante et qui signifie combien l'argent a d'une certaine manière pénétré même l'univers des avant-gardes. Vous voyez un Damien Hirst, par exemple, qui est une sorte de génie commercial dans le genre. Sur la création, on peut discuter, mais en revanche, les résultats sont là. Oui. Donc, si vous voulez, il s'agit aujourd'hui pour les artistes de non pas travailler pour l'éternité, on travaille pour la gloire, on travaille pour gagner de l'argent. Donc, le même modèle, désormais, c'est diffracté un peu partout. Alors un peu partout, pardon. Justement, si vous permettez, vous posiez la question qui m'intéressait, est-ce qu'il y a une limite à ça ? Est-ce qu'il y a une limite à cette marchandisation ? J'allais vous demander, qu'est-ce qui résiste, effectivement ? Qu'est-ce qui résiste ? Et moi, je pense que oui. Il y a au moins deux choses qui résistent. La première, c'est la sphère des valeurs. Il nous reste des valeurs. La preuve, c'est que nous le condamnons. Nous avons des valeurs de justice qui sont peut-être inégalement appliquées, mais qui demeurent et qui nous permettent de dénoncer ce qui ne va pas dans ce monde-là. Schizophrénie, alors ? Pardon ? On est schizophrène, alors. C'est-à-dire qu'on pratique cette marchandisation et en même temps, on la dénonce. Non, parce que, attendez, il y a deux choses différentes. C'est un monde, là, le monde de l'argent, le monde économique fonctionne dans le réel, le monde des valeurs fonctionne dans le monde de l'idéal. Ce n'est pas forcément antinomique, ça peut l'être, ça n'est pas forcément. Ou alors il faut dire que le monde économique est un monde de gangsters, ce qui n'est pas le cas. Il y a des problèmes, enfin, bon.
En tout cas, on continue à avoir des référentiels éthiques, puisque nous le dénonçons, que nous appelons à un management éthique, nous appelons à ce qu'on appelle les business ethics, pour essayer d'apporter un peu plus de justice dans le monde. Et enfin, il y a un deuxième exemple, deuxième point, oui. C'est l'amour. La valorisation de l'amour montre que, indépendamment de tout ce que l'on dit, l'amour sentimental, mais l'amour aussi pour les enfants, pour nos enfants, reste un secteur qui n'est pas marchand. Qui est désintéressé. Il est médiatisé évidemment par la consommation et autres, mais en tout cas, chez n'importe qui, aujourd'hui, l'idée d'un mariage arrangé, c'est une barbarie. Et d'ailleurs, qui est condamné par la loi aujourd'hui. Nous ne reconnaissons plus que le mariage d'amour, qui est, autrement dit, le mariage ou le couple doit être à pour unique fondement le sentiment et non pas l'intérêt. Alors, Charles-Henri Philippi, est-ce que vous partagez ce constat assez pessimiste mais j'ai tendance à dire que la marchandisation, c'est pas la crise. Au fond, c'est un phénomène de très longue haleine, hein, qu'on a pu décrire depuis assez longtemps. Marx l'avait déjà parfaitement développé. Il me semble que, de mon point de vue de banquier, l'élément nouveau, c'est qu'on est passé de la société marchande à la société liquide. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un objet et de dire « tiens, cet objet se vend ». Il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur. Bon. Si cet objet est vendable, mais que personne n'en veut, malheureusement, on ne va rien en faire. Bon. La société de marché liquide, c'est celle qui prétend dire que tout objet est échangeable à un vrai prix à tout moment sur un marché. Et l'excès dans lequel on est entré, c'est celui-là. Et on peut expliquer aussi la crise bancaire à travers ça. Nous sommes tous là, nous avons notre épargne. Nous estimons que notre épargne financière est disponible tous les jours. Que tous les jours, on peut aller à la banque, vendre son action, etc., et récupérer ses sous. Or, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Avec cet argent, on fabrique des investissements très longs. Et il y a une espèce de grande lessiveuse au milieu qui fait que ce qui, pour nous tous, est disponible tous les jours, pour l'économie réelle, est un actif très long et très immobile. Alors, pourquoi est-ce que ça marche ? Parce qu'on a une société de marché liquide. Parce qu'on dit, oui, j'ai une action de la société X qui, elle, a investi cet argent à 10 ans, mais cette action, je peux la vendre tous les jours. J'ai une part de fonds monétaires dans une grande banque française, on me dit tous les jours, elle a un prix, mais ce fonds monétaire, lui, est investi, crise de l'été 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a été obligé de suspendre la cotation d'un certain nombre de fonds monétaires qui étaient investis à long terme. Le jour où quelqu'un dit, pas d'accord, rendez-moi mes sous, je veux tous mes sous tout de suite et je préfère les avoir en bons du Trésor, le système se casse. Et qu'est-ce qui explique que tout le monde soit tombé dans le panneau ? Parce que pour qu'il y ait une très grande crise, il a fallu que les régulateurs et que les banquiers fassent la même erreur. Bon. Et la même erreur a été de croire que dans ce système très prospère et dérégulé, on pourrait avoir un monde parfaitement liquide dans lequel tout s'échangerait tous les jours de manière naturelle. Un nouvel état naturel des choses qui est la liquidité parfaite du système. Je prends ma brosse à dents, je peux la coter en bourse et puis c'est terminé. Bon. Et donc c'est ça qui a cassé. Donc je crois que je suis parfaitement d'accord avec M. Lipovetsky. Il y a une évolution de la société marchande qui fait de presque tout objet, sauf certaines valeurs essentielles, quelque chose de négociable en quelque sorte. Et puis il y a le paroxysme de ce système dans lequel un bien est non seulement vendable, mais il est vendable à tout moment à un vrai prix. D'où les normes comptables. On s'est beaucoup plaint des normes comptables, mais les normes comptables étaient complètement cohérentes avec ce système de grande liquidité qu'on voulait mettre en place. Si vous voulez dire ce produit peut être vendu tous les jours à un vrai prix, il faut qu'il y ait une comptabilité dite en fair value qui chaque jour vous donne la valeur de cette chose. S'il dit simplement non, on va moyenner sur 2 ans la valeur, bon, il n'y a plus de marché tous les jours. Donc encore une fois, marchandisation, d'accord, c'est un phénomène long. Le phénomène récent, l'accélération qui mène à la crise, c'est la liquéfaction des avoirs.
Alors cette liquéfaction, on y arrive effectivement aujourd'hui. On y est et on y retourne généralise, d'ailleurs. Et donc on a été obligé de mettre le monde sous tente à oxygène avec de l'argent de banque centrale pas cher et de l'argent public pour faire que ce système continue à tourner. Parce que malheureusement, notre système a besoin de cela aujourd'hui. Et donc tout ce qu'on fait, c'est essayer de le sauver. Mais on n'essaye pas de le changer pour l'instant, on essaye de le sauver. Alors, les étudiants, question, oui, donc de Jérémy de Audencia. Tout à fait. Oui, j'avais une question, Monsieur Lipovetsky. Dans votre propos, vous soulignez un peu l'imbrication entre l'économie et la culture. Vous-même, en fait, dans votre propos, Monsieur Philippi, on voit en fait qu'aujourd'hui, finalement, l'existence semble un petit peu systématisée parce que l'argent est un média, c'est un outil de valorisation. Et de l'autre côté, la thématique de ce soir introduit une notion imperceptible qui est le bonheur, finalement. Et au bout du compte, est-ce que le trader en soi aujourd'hui incarne qui saute par la fenêtre parce qu'il n'a pas réussi à atteindre ses chiffres, finalement un peu l'incarnation même du personnage de la mauvaise foi sartrienne? Est-ce que finalement cette systématisation de l'existence n'est-elle pas une manière d'oublier le sens du bonheur et même d'essayer d'arrêter de se poser la question même du bonheur par une forme de systématisation, la vie ne devenant qu'un amoncellement de procédures en fait? Alors, c'était une question pour Oui, très bien. Moi, je pense, en effet, il faut revenir au sens du bonheur tel que les Grecs, les penseurs grecs l'ont montré, avec le connais-toi toi-même, qu'on ne peut pas rivaliser avec les dieux, que l'infinité est une mauvaise chose et que nous devons conquérir le sens de la mesure. Dans les exemples que vous prenez, je pense qu'il y a une sorte d'escalade, une fuite en avant, une sorte d'illimité qui se nourrit d'elle-même, qui fait qu'il n'y a pas de fin, et que ce n'est pas une logique de bonheur c'est-à-dire d'équilibre avec soi-même, de sentiment de plénitude de soi qui est visé, mais c'est un pouvoir, c'est une domination sur le monde, c'est une fièvre obsessionnelle, d'une certaine manière, de la réussite. C'est un donjuanisme de l'argent, je dirais, hein, une fuite en avant. Mais c'est antinomique avec l'idée d'une sorte de sérénité. Il ne peut pas y avoir de sérénité dans cette course-poursuite. L'exemple que Jérémy donnait, celui du trader dans une banque, et c'est peut-être un exemple qui vous intéresse particulièrement aussi. Est-ce qu'il vous paraît l'ultime exemple des dérives dans cette direction-là, des excès? Bon, écoutez, non. C'est un exemple parmi d'autres. On pourrait en trouver beaucoup. C'est un exemple qui a beaucoup été mis en avant. Il y en a beaucoup. Prenez le dopage. Vous voyez, d'ailleurs, c'est lié avec l'argent, parce que c'est le succès, c'est évidemment les gros cachets. Il a complètement traversé aujourd'hui le monde du sport. Donc, si vous voulez, le besoin de gagner, le besoin de se dépasser, la performance pousse à cette logique-là. Donc, on pourrait sans doute trouver d'autres exemples. Mais ça me semble une chose exécrable. Nous avons, je crois, pour le siècle qui vient, à retrouver, non pas à retourner à un monde que nous avons perdu, il ne faut pas pleurer dessus, il ne faut pas être nostalgique, mais probablement, là, il y a une sorte de spirale excessive. Alors, comment y parvenir? Ça, c'est une énorme... on ne pourra pas trouver la solution ce soir, je vous rassure tout de suite. mais en tout cas, je pense que l'époque, ce n'est pas un hasard qu'on redécouvre, qu'il y a le succès des sagesses anciennes, qu'on relit les auteurs, parce qu'il y a probablement une sorte de malaise. Freud parlait du malaise dans la civilisation. On dirait qu'il y a une sorte de malaise dans la performance, une malaise dans l'hyper de toute chose. Parce qu'on le paye. On le voit bien dans le dopage, les gens ils le payent de leur propre vie d'ailleurs. Il y a un moment, ça va trop loin. Charles-Henri Philippi, sur les traders quand même, ça me concerne directement. Vous êtes les traders sont la figure emblématique des nouveaux travers de la cupidité, ou des nouveaux excès de la cupidité. Donc si on parle de cupidité, on peut dire la cupidité a toujours existé. Alors là, la cupidité a toujours existé. Mais la cupidité arrive à un niveau qui paraît énorme. Bon. Alors, je crois d'abord que
la cupidité arrive à un niveau qui est énorme, premièrement parce qu'elle trouve des prétextes et des justifications. Et je reviens sur la longévité. Nous épargnons. L'argent est très important pour le futur. Et donc, on est rentré, à cause de ça, dans une économie dominée par l'actionnaire financier. Il y a 30 ans, quand j'avais vos âges, l'économie était dominée par les managers. Ils s'en foutaient des actionnaires. Monsieur Monod, président de la Lyonnaise des Eaux, les actionnaires, il n'en avait rien à faire. Il voulait développer son entreprise et les actionnaires, ça suivait. Bon. Mais progressivement, on a dit attention, il y a les fonds de pension, il y a les fonds de pension américains, il faut penser à nos petits retraités, etc., etc. Donc l'accumulation financière actionnariale est devenue justifiée. Et ensuite, il y a eu les moyens de la cupidité. Alors, sur les moyens de la cupidité, c'est pour moi la conjonction de l'économie d'argent, dont j'ai parlé de la quantité, et de l'économie de l'information. Bon. Quand je suis rentré dans la banque dans laquelle je suis rentré, il y a 20 ans, qui s'appelait le CCF, qui n'existe plus, qui a été maintenant absorbé par HSBC. Bon. Et que je m'occupais de banque d'entreprise, et que je voulais aller voir une entreprise pour lui proposer une opération, une transaction. Je frappais au service de documentation, j'ouvrais la porte d'une grande salle où il y avait 40 personnes, qui passaient leur temps à découper des articles dans les journaux, à essayer d'avoir des informations sur l'entreprise. On était en septembre, on avait tout juste les résultats de l'année précédente, vous voyez comme ça allait vite, l'information, etc. Et cette information était d'abord assez pauvre et elle appartenait aux institutions. Parce qu'une personne physique, même assez riche, ne pouvait pas se payer un service de documentation de 30 personnes pour aller découper des machins dans tous les sens et se savoir. Bon. L'économie de l'information et de l'Internet fait que tous autant qu'on est, on a accès à une information absolument considérable. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est là une machine de traitement bien formée pour pouvoir traiter cette information. D'où le phénomène de reproduction sociale que vous décrivez aussi dans vos ouvrages. Et celui qui est intelligent, ça je parle des étudiants, intelligents, bien formés, qui ont accès à l'information gratuite ou quasi gratuite, sur le monde en général, qui sont capables de traiter cette information et d'amener sur cette information un flux d'argent qui va s'investir pour fabriquer quelque chose, peuvent faire beaucoup d'argent. Alors, pour moi, la représentation, ce n'est pas le trader, c'est le manager de hedge fund. Le manager de hedge fund, il est la représentation d'une intelligence qui capte l'information, les flux d'information et les flux d'argent pour fabriquer de l'argent pour soi-même. Et ceci crée des capacités d'accumulation d'argent personnel qui sont énormes. Le reste, c'est simplement l'envie, le désir mimétique. Si vous avez un voisin qui gagne 10 millions de dollars dans l'année, vous dites « et pourquoi pas moi ?» Et si vous dites « pas moi », vous avez raison, vous êtes un type raisonnable, vous êtes revenu à la raison et vous avez déjà trouvé la solution. Pas regarder le gars qui gagne 10 millions de dollars par an. Bon. Voilà. Et donc, je pense que, la cupidité existe, mais le terreau pour le développement à l'excès de cette cupidité, il existe très fort aujourd'hui. Et ça ne va pas être facile d'y revenir. Avec des outils. Parce qu'il y a une addiction au système de marché, parce que c'est ce système de marché qui permet à l'économie de prospérer, et qu'on s'aperçoit en sortie de crise que si on veut sortir de la crise économique, il faut d'abord réenrichir cette élite. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est assez paradoxal, c'est que pour que l'économie reparte, ce n'est pas évident qu'elle reparte, mais pour que l'économie reparte, il y a une condition sine qua non, qui est qu'il faut que ce système de marché soit prospère. Là c'est un sacré paradoxe et un sacré défi pour notre société que vous soulevez là. C'est un gros défi. Alors, petite parenthèse, malheureusement, je n'ai plus accès aux questions des étudiants qui sont à Nantes, à Lille, à Paris et dans les amphis par l'intermédiaire de cet ordinateur. Je ne sais pas s'il y a moyen de rétablir ce système-là, mais donc je vais me tourner peut-être un peu plus vers les étudiants qui sont présents ici. Est-ce que vous voulez réagir ou poser une question ou bien on passe au chapitre suivant. Alors, donc question de Lionel d'Audencia. Monsieur Philippi vient de dire que la sortie de crise passait par l'enrichissement de certaines élites, notamment les hedge funds. C'est pas du système. Un souhait de ma part, n'est-ce pas? C'est un fait que j'essaye de décrire. Donc,
Est-ce que vous pensez également que, que les traders, que la cupidité et l'individualisme des traders contribuent à l'intérêt général, comme dans la fable des abeilles ou la main invisible de Adam Smith? Comment on peut réconcilier ce paradoxe? Écoutez, j'ai écrit, M. Lipovetsky a écrit beaucoup de livres, moi j'en ai écrit qu'un, il fait 95 pages. Et je l'ai commencé, j'espère dense, et je l'ai commencé avant la crise. Je confirme. Et je l'ai commencé avant la crise, quand je savais que j'allais quitter la banque et que je pouvais retrouver une certaine liberté de parole. Et mon problème à moi, c'était la rémunération. Il y a un article 1 dans la Déclaration des droits de l'homme qui dit « Il ne peut y avoir de distinction sociale que fondée sur l'utilité commune ». Et ma première réaction était de dire « Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'un banquier, il ne faut pas dire un trader, parce que je trouve que ce trader, ça rabaisse le truc. Il y a une société de marché qui gagne beaucoup d'argent. Ce n'est pas que les traders. Bon. Comment se fait-il que dans la banque, et je ne parle pas, dans la banque, vous savez, c'est aussi une couche fine qui gagne beaucoup d'argent. La banque est aussi une industrie avec des gens qui sont dans des guichets de banque, qui vont dans des succursales, qui font leur travail tous les jours et qui ne gagnent pas tant d'argent que ça. Hein, bon. Mais comment se fait-il que le banquier versus le médecin, le professeur, gagnent de l'argent? Et donc, je crois que c'est ça le vrai sujet. Le sujet, c'est que la société de marché telle qu'elle est n'arrive pas à aligner la récompense de la distinction sociale aujourd'hui considérée comme celle qui fait foi, en quelque sorte, comme la principale, qui est l'argent, à réconcilier la quantité d'argent qu'on attribue à quelqu'un avec sa capacité à rendre service collectivement à la société en général. Parce qu'il y a deux questions dans cette affaire de distinction sociale et d'utilité commune. La première, c'est qu'évidemment, les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme, ils ne pensaient pas qu'à l'argent quand ils pensaient distinction sociale. Or, aujourd'hui, on pense essentiellement à l'argent. Pourquoi? Parce que dans une économie globale, la seule distinction qui est reconnue communément dans tous les pays du monde, c'est combien tu as de sous, combien tu as dans ton compte en banque. Parce que si tu es professeur, si tu as reçu l'ordre de je ne sais quelle jarretière à l'autre bout du monde, nous, on s'en fout complètement ici. Le fait qu'on ait la Légion d'honneur ici, vous pensez que le Chinois, il n'en a rien à faire. Par contre, s'il dit monsieur-là, il a 100 millions de dollars dans son compte en banque, il a quelque chose à y faire, ça commence à l'intéresser. Donc, le signe commun de distinction et de reconnaissance est devenu l'argent. C'est la monnaie unique. C'est la monnaie unique des valeurs. C'est la monnaie unique et c'est la monnaie de la reconnaissance sociale. Donc, il est absolument nécessaire, et tout l'effort doit être tendu. Alors, ensuite, on fait des constats. On dit, malheureusement, ça risque de durer, mais tout l'effort, maintenant, doit être tendu pour essayer de réconcilier, au fond, cette utilité sociale et cet élément de reconnaissance essentiel qu'est l'argent. L'argent n'a pas forcément toujours la même odeur. L'argent de M. Bill Gates n'est pas le même argent que celui d'un spéculateur financier pur. M. Bill Gates a créé quelque chose d'absolument essentiel qui sert la société de manière remarquable. D'ailleurs, M. Bill Gates, lui, il considère qu'il ne faut pas qu'il laisse trop d'argent à ses enfants et qu'il faut qu'il donne l'essentiel à la philanthropie. Donc lui, il a compris le système. Il a compris comment on crée de l'argent et il a compris que finalement, il revenait à la société. On voudrait qu'il n'y ait que des Bill Gates. Ça c'est pas forcément possible, mais on aimerait bien. Si vous permettez, parce que l'heure tourne, malheureusement, le débat avance, mais il y a encore pas mal de choses dont je crois qu'il faudrait qu'on parle. Oui, pardon. Mais très vite, en une minute, oui. Par rapport à votre question, la fable des abeilles, vice privé, bénéfice public, il y a au moins une chose, il y a au moins un exemple qui montre que l'équation n'est plus satisfaisante, c'est le péril écologique. Si on laisse totalement les intérêts privés régir le monde de l'économie, qu'est-ce qu'il advient du futur de la planète? On voit bien qu'il y a une nécessité d'un type de régulation quelque part. Et que le simple jeu de la main invisible ne peut pas résoudre ce problème. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant à la question, à une approche plus individuelle ou individualiste. Quels sont les motivations? On a parlé de l'argent, de la course à l'argent, de l'appât du gain. Qu'est-ce qui motive au niveau individuel chacun de nous, peut-être, à essayer d'avoir toujours plus d'argent, à tenter d'accumuler l'argent? Quelles sont ces motivations? Gilles Lipovetsky. Oui. Pour la majorité des gens, ils veulent gagner de l'argent
pour en faire un usage privé et familial à des fins de consommation. Donc la question, moi je la traduis, qu'est-ce qui fait courir le consommateur ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'en a jamais fini ? Pourquoi on veut toujours plus ? Pourquoi on veut sans cesse de nouvelles marques, de nouvelles formes de satisfaction ? Alors, sur cette question, il y a des réponses traditionnelles des sociologues. C'est la course à la distinction dont vous parliez. Les gens veulent se distinguer, être reconnus, se différencier les uns des autres. Et puis, ça a sa vérité, et je pense que ce n'est pas suffisant. Je vais vous dire pourquoi. La deuxième explication, qui elle est juste, c'est qu'on est de plus en plus des sociétés de stimulation, c'est-à-dire que les besoins ne sont pas spontanés, ils viennent parce qu'il y a sans cesse de la création et aussi une valorisation de toutes ces choses, et qui fait que, du coup, on n'en a jamais terminé. Alors là-dessus, il me semble que le rapport à l'argent et à la consommation, dans ce cadre-là, a changé. Parce que longtemps, la course à la consommation était ce que Veblen appelait la consommation ostentatoire. Autrement dit, on achète pour se montrer, pour être reconnu, pour gagner l'estime sociale, l'envie, l'admiration d'autrui et témoigner, au fond, de sa richesse, de son statut social et économique. Donc ça, c'est dépassé. Alors, c'est pas dépassé, mais ce n'est plus la seule motivation des classes moyennes ou supérieures. Je pense qu'il y a... la société de consommation a fait un énorme travail. Elle a légitimé la quête hédoniste. La quête, le bonheur privé, les jouissances privées, les désirs, tout ce qui autrefois était plus ou moins... existait, mais n'avait pas de légitimité sociale, aujourd'hui, ça l'a. Parce que les médias, la publicité, le crédit, les vacances, les loisirs, tout ça ne cesse de stimuler ce type d'existence. Et donc, ça crée, évidemment, une course-poursuite, pas uniquement pour le montrer, mais avec le sentiment que je gâche ma vie si je n'obtiens pas tout ce, au fond, ce à quoi j'ai droit. Et il y a l'idée, dans une société de plus en plus laïcisée, que finalement, on n'a qu'une vie. Là où autrefois, on vivait pour l'autre vie, on vit ici et maintenant. On vit dans cette vie. Alors, pourquoi se priver ? Il faut qu'on puisse jouir des choses de l'existence. Et puis enfin, il y a aussi je pense, une motivation moins drôle d'ailleurs, mais qui est sans doute un moteur de cette quête de l'argent et de la consommation. C'est que de plus en plus, les gens vivent dans des situations difficiles, ils sont mal dans leur peau, et là où autrefois il y avait des systèmes qui permettaient de supporter ça, ne serait-ce que l'Église par exemple, qui donnait une sorte de soutien de l'âme, aujourd'hui ça ne fonctionne plus de la même manière. Alors qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste la consommation. La consommation, en grande partie, est une forme de compensation. On cherche dans la consommation ce que l'on ne trouve pas dans la vie. Et lorsqu'on n'a pas le moral, on va chez le coiffeur, selon le célèbre slogan d'il y a quelques années. Et alors, il y a aussi la motivation dont vous parliez tout à l'heure, qui est simplement d'accumuler sur son compte en banque, non pas pour consommer, mais pour avoir plus. C'est une motivation qui existe aussi. Absolument. On a toujours eu besoin d'avoir. On voulait avoir des objets. Il y a la première chose qui est la nécessité, avoir. Bon. Mais aujourd'hui, avoir, c'est avant tout avoir de l'argent. D'abord parce que c'est un signe qui permet tout. C'est une promesse d'achat de tout ce qu'on veut. Et ensuite parce que du fait même de la vie longue qu'on a, on a besoin d'avoir pour assurer sa sécurité du futur. Donc je pense que le sens de l'avoir a changé. D'ailleurs, les princes qui nous gouvernaient il y a quelques siècles, ils dominaient par la dépense. Aujourd'hui, on domine plus par l'avoir que par la dépense. Le fait de savoir que quelqu'un a est plus important que de savoir qu'il dépense beaucoup. D'ailleurs, s'il dépense beaucoup, on va dire le type, il doit dépenser pas mal, ça va peut-être pas durer très longtemps. Et donc, déjà, l'estime qu'on a pour lui se réduit. Ce qui montre toujours l'admiration qu'on a pour la personne quand même qui accumule. Donc il y a ce sens de l'avoir qui a changé.
avoir des objets qui va plus vers avoir de l'argent. Et puis il y a évidemment toute la question de l'être par rapport aux autres. Donc la première chose dont on a besoin, c'est de satisfaire au nécessaire ou à l'essentiel, puis au nécessaire, et puis arrive le superflu. Le superflu, c'est quoi? C'est quand même dépenser pour exister par rapport aux autres. Il y a des très bons économistes comme M. Aglietta qui ont rejoint la question du désir mimétique avec celle de la consommation, etc. Donc il se passe quelque chose où quand on achète des marques, on achète pas mal de vent. On les achète pour sa satisfaction personnelle, mais enfin la crème qu'on se met sur le visage n'est pas forcément radicalement différente. Mais cependant, dans la société dans laquelle on vit et par rapport aux autres, ça a une certaine importance. Et comme on s'est beaucoup développé, en tout cas dans les sociétés riches, parce qu'il y a quand même 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui, à partir du moment où on devient plus riche, inévitablement, la part de l'essentiel et du nécessaire est plus faible, et la part de ce superflu, d'ailleurs qu'on finit par considérer essentiel et qui nous pose par rapport aux autres, devient plus importante. Et c'est quand même une source, quelque part, de maigre satisfaction, peut-être de déception, comme vous le disiez. Et puis, il y a l'argent-domination. Et donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une capacité de domination par l'argent qui est forte et dont il faut se méfier, précisément parce que cette économie de l'argent et de l'information crée une segmentation de la société qui laisse localiser au bas de l'échelle pas mal de gens et qui permet à un nombre limité de personnes, ou à assez grand nombre, de vivre et de prospérer et de dominer le système. Et donc là encore, on a des évolutions qui ne sont pas forcément très favorables. Et on crée quand même, quelque part, effectivement, il y a, par rapport à tout cela, un certain niveau d'insatisfaction qui risque de s'accroître d'ailleurs, parce que on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, il y avait une chanson de France Gall qui disait l'argent ne fait pas le bonheur, celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent fait le malheur. Et donc, il faut faire attention à ça pour l'avenir, puisque, comme on le voit, on assiste à une certaine dérive des continents, que nous sommes un continent à la fois riche mais cher, dans un monde qui devient low cost, et il n'est pas évident qu'on puisse totalement préserver le statut qu'on a dans le monde de demain. Alors, on a réussi, enfin, les techniciens ont réussi à nous reconnecter avec les amphis de Lille, Bordeaux, Nantes, etc. Alors, on va prendre, peut-être, si vous permettez, 2 ou 3 questions qui ne sont peut-être pas directement connectées avec le thème qu'on est en train de traiter, mais je crois qu'il est important de donner la parole aux étudiants. Alors, question de Alexandre de l'INSEC Bordeaux. On parle souvent de l'argent dans ses dérives, mais cet argent n'incarne-t-il pas un moyen avancé de la société moderne pour échanger de façon universelle un travail réalisé? Alors, je suis entièrement d'accord avec cette proposition. L'argent est un outil essentiel du développement économique et du progrès personnel, et un outil de libération personnelle. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'argent, c'est essentiel. Il faut simplement en éviter les excès. Il faut comprendre ce qu'il a de bon et comprendre ce qu'il a de mauvais pour essayer de le rendre équilibré. L'argent, tant qu'il a été suffisamment dispersé, tant que sa capacité à l'accumulation et tant qu'on a pu en garder le contrôle, cet argent a été extraordinairement utile et demeure, bien entendu, extraordinairement utile. Et dans la société d'échange, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de société d'échange, tout simplement. Donc ça va être assez difficile. Alors là, on va beaucoup s'appauvrir. Et comme on ne veut pas s'appauvrir, il faut faire fonctionner cette société-là. Mais il ne faut pas qu'elle explose non plus. Et il ne faut pas qu'elle produise des inégalités qui soient socialement et politiquement insupportables. Donc il y a un problème de consensus social et il y a un problème simplement de fonctionnement du système. Alors, question peut-être pour Gilles Lipovetsky. Avec beaucoup d'à-propos, Pierre-Marie d'Audencia demande si la culture est désormais prisonnière de l'utilitaire, la gratuité de celle-ci, téléchargement, est-elle un moyen de la libérer? Vous voyez, donc l'opportunisme. Est-ce que la gratuité de la culture permet de libérer la culture, finalement? Je ne crois pas. La culture, elle a un prix, comme toute chose. Là aussi, je rejoins ce que vous disiez. C'est probablement peut-être les excès qui doivent être condamnés, mais l'excès contraire, la gratuité absolue,
ça n'existe pas. Il faut que ce soit payé quelque part. Ça, c'est un thème qui concerne beaucoup les jeunes et les étudiants. Hein. Oui, bon, mais enfin, on voit bien, ça peut provoquer, ça pourrait provoquer d'ailleurs le contraire. Parce que si vous ruinez, par exemple, l'industrie cinématographique, il n'y aura plus d'investissement pour faire des films, par exemple. Et avec toute la créativité et le désir que vous avez, comment ferez-vous des films? Comment ferons-nous des films? Donc, je crois que on cherche actuellement des formes ça se cherche, mais on ne pourra pas éternellement continuer. D'ailleurs, il y a des retours en ce moment dans la presse elle-même. Hein. J'ai cru lire où il y avait la volonté de faire payer l'accès à l'information, même sur le net. Tout ça se cherche. C'est un modèle économique qui n'est pas encore clair. Mais je crois que la gratuité n'a jamais existé. Même dans l'âge d'or que l'on chérit aujourd'hui, les princes dont vous parliez tout à l'heure, ils payaient très cher les productions d'artistes. L'artiste n'a jamais été libre au sens... il était financé par les puissants de ce monde. C'est-à-dire que la gratuité n'est pas l'antidote aux excès de la marchandisation. Non, puis en plus, ça touche un secteur. D'accord. Alors, on va prendre l'antidote à ça. Il n'y a pas une clé simple, mais il est évident que, puisque c'était notre thème des motivations, à mon avis, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des systèmes de motivation dès l'enfance, par les transformations du système éducatif, pour que l'existence puisse se projeter et fonctionner avec des motivations qui soient autres que le seul appât du gain, qui est une motivation, mais qui ne peut pas être la seule motivation légitime de l'existence. Alors, une autre question, si vous le voulez bien, puis on passera au 4e chapitre. Pourrait-on, alors c'est une question de Raphaël de l'INSEC, je ne sais pas si c'est Bordeaux ou Paris, pourrait-on envisager, c'est Paris, INSEC Paris, pourrait-on envisager de limiter les ressources individuelles pour contribuer au bonheur de la collectivité? Alors, est-ce que des mesures contraignantes de ce type vous paraissent envisageables? Elles ont été tentées dans certains pays. Hein. Si vous le permettez, il y a un courant aujourd'hui qui prône cela. C'est le courant de la décroissance. La décroissance, oui. Et ce qu'on appelle en langage plus simple le courant de la simplicité volontaire. Donc, il y a l'idée qu'on consomme trop, on produit trop, on gaspille, et la planète ne pourra pas absorber 6 milliards de consommateurs comme nous le sommes en Occident. Donc, la solution, c'est que nous fassions nous-mêmes pousser nos salades et nos carottes, que nous limitions les voyages, etc., etc., donc qu'on restreigne les besoins. Mais si vous permettez, je crois comprendre que Raphaël de l'INSEC là, envisageait des mesures contraignantes. Bon. Enfin, je crois comprendre ça. Cela dit, il existe un outil, c'est l'impôt. Ah oui, mais ce n'est pas des mesures contraignantes au sens... ce n'est pas un interdit. C'est l'argent qui ferait c'est une incitation ou plutôt une inhibition. Ce n'est pas un interdit. Il faudrait peser le terme. Je préfère d'ailleurs la logique par le marché que par la loi. Parce que la loi, où ça nous mène, c'est un État totalitaire. Parce que qui va déterminer ce qui est superflu et qui ne l'est pas? Prenons un exemple. Les courants de la décroissance disent, bon, après tout, prendre l'avion, c'est un gaspillage énorme de gazoil, ça pollue, etc. On n'a pas besoin de partir en Thaïlande en vacances, etc. Bon, mais qui va fixer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est trop, ce qui n'est pas... peut conduire à un État totalitaire. Je pense que oui. Charles-Henri Philippi, peut-être, sur ce sujet-là? Il y a une première question, c'est est-ce que la Terre telle qu'elle est permet un niveau de croissance élevé? Bon. Encore une fois, avec la crise, il s'est produit quelque chose d'important, c'est que jusqu'à la crise, on avait le sentiment que la croissance se fondait pas mal sur de l'immatériel. Ce qui est bien, c'est que la croissance immatérielle, ça coûte pas grand-chose. Hein? Et donc, on s'est aperçu que la croissance... Souvenez-vous, dans les années 2004-2006, on dit, tiens, le prix du pétrole monte, et ça n'a pas d'effet sur nos économies. C'est formidable, moi je voudrais vous analyser l'économie. Et pourquoi? Parce que nos croissances occidentales sont de moins en moins consommatrices de pétrole. Et puis boum,
on s'est pris le truc dans le nez. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 3 milliards d'êtres humains de l'autre côté de la Terre, qui eux veulent croître aussi, eux ils commencent pas par s'acheter des cravates Hermès. Hein. Ils commencent par mettre une boule de viande dans leur bol de riz, ce qui est affreusement consommateur d'énergie, hein, et ils veulent acheter une voiture. Et ceci est terriblement consommateur du monde fini. Bon. Alors, est-ce que le monde est fini, pas fini du sens terminé, est-ce que le monde est dans une enveloppe finie de ressources qui nous empêchent de tout faire pour tout le monde ? Si tel est le cas, on a quand même un grand problème. C'est que les Chinois, on leur dit « Ah non, il faut vous calmer parce que vous polluez ». Seulement, aujourd'hui, l'empreinte écologique moyenne du Chinois, elle est quand même 10 fois moins importante que l'empreinte écologique de l'Américain, parce qu'ils sont beaucoup plus pauvres, les Américains, ils roulent quand même beaucoup plus en voiture. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut dire on est désolé là, il faut que l'Américain s'appauvrisse, il faut vraiment l'écrabouiller comme ça pour que le Chinois puisse aller, il faut empêcher le Chinois de faire. Il y a une lutte pour le partage du monde. Et comment on fait ? On essaye de négocier. On fait de la taxe carbone. Enfin, une fois qu'on fait notre taxe carbone chez nous, qui est quand même une façon de répondre à la question dans une économie de marché, on dit attention, on a fait la taxe carbone chez nous, maintenant il faut faire la taxe carbone aux frontières. Pourquoi ? Parce que si on fait la taxe carbone chez nous et qu'on nous amène des produits qui n'ont pas subi la taxe carbone, ça devient injuste. Donc on est rentré dans un truc assez compliqué et on est rentré là-dedans. Sauf si on se trompe. Alors il y a la deuxième dimension optimiste, qui n'est pas de dire que le monde n'est pas fini, qui est de dire qu'on peut maintenant essayer de déployer dans les 15 années qui viennent un certain nombre de gens très sérieux et sans doute plus expérimentés que moi ou plus experts que moi, qui disent que si on s'y met vraiment, dans les 15 ou 20 ans qui viennent, on peut mettre en place les technologies qui nous permettront d'avoir la croissance tout en étant économe. Voilà. Et en même temps, un système de gouvernance mondiale qui s'esquisse. Et en même temps, un système, si ce n'est de gouvernance, du moins de fortes négociations permanentes mondiales pour essayer d'aboutir sérieusement à quelque chose. Voilà. D'accord. Question des étudiants ? Pas pour le moment ? Si ? Oui ? Allez-y alors. Donc c'est Aude de l'INSEC. Oui. En fait, c'était pour venir à la consommation. Est-ce que finalement aujourd'hui, on ne confond pas totalement la consommation et le bonheur ? Alors vous nous amenez directement au chapitre 4 avec beaucoup d'à-propos, merci, de notre débat. Voilà, la question, est-ce qu'on confond l'argent, le bonheur ? Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Voilà. Alors, écoutez, pour dire les choses, la chose vite, M. Philippi l'a dit tout à l'heure, on commence un peu à mesurer les choses et il est évident que à partir d'un certain niveau de richesse, l'accroissement de la consommation et de l'argent ne se traduit pas par un supplément équivalent de bonheur. Alors il y a des études qui disent, après 40 000 $, en gros, annuels, si vous gagnez 10% de plus, vous ne serez pas 10% de plus heureux. Donc 40 000 $, 25-30 000 euros par an. Alors voilà, si vous voulez, mais avant, en revanche, là oui. Parce que, évidemment, on manque de beaucoup de choses et que là, on peut supposer que ça apporte un certain nombre de satisfactions réelles. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de fond dans cette société. On consomme 3 fois plus d'énergie que dans les années 60. Qui oserait dire qu'on est 3 fois plus heureux ? Le produit intérieur brut a été multiplié par 2 depuis les années 70. Qui va dire qu'on est même 2 fois plus heureux que dans les années 70 ? Donc il y a un vrai problème, parce qu'on est dans une dynamique d'accroissement du produit intérieur brut, mais celui-ci ne se traduit pas par un bonheur supplémentaire. C'est la raison pour laquelle j'avais appelé ça le bonheur paradoxal, parce que d'une certaine manière, on a beaucoup de signes qui sont au vert. On vit plus longtemps, les gens sont libres, les femmes travaillent, elles contrôlent la fécondité, le bien-être s'accroît pour une grande part de la population. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de dépression, d'anxiété, de tentatives de suicide, de consommation d'anxiolytiques, l'amorosité permanente. Donc on voit que la course à la croissance
ne donne pas véritablement un bonheur collectif. Ce n'est pas non plus le drame. Il y a une espèce de nostalgie d'un passé qui était mieux qu'avant, mais qui revient quand même. Ça, je pense que c'est une erreur aussi. C'est l'aspect nostalgique. On dit avant, c'était toujours mieux. Je crois que sur ce plan-là, le XXe siècle en particulier, il n'y a pas à être nostalgique de ce XXe siècle. 2 guerres mondiales, la Shoah, l'expérience du communisme, franchement, c'est un siècle terrifiant. En tout cas, le premier XXe siècle. Je préfère la civilisation de la consommation avec tous les aspects désagréables qu'elle peut avoir, qu'au camp de concentration. Donc, il ne faut pas exagérer. C'est quand même important de le souligner. Je pense que c'est important de le souligner. Mettre les choses en perspective. Absolument. Alors la question de fond, c'est mais pourquoi ? Pourquoi, au fond, ce que l'on pensait apporter le bonheur, ce que les hommes des Lumières au XVIIIe siècle disaient, plus on aura de la science, de la technique, la liberté, et bien peu à peu, les hommes seront plus justes, ils vivront mieux, on sera plus heureux. Il y avait l'idée d'une société de progrès, et le progrès économique et technique donnerait un supplément de bonheur. Pourquoi c'est pas vrai ? Pourquoi c'est pas vrai ? Je crois qu'il faut revenir à ce que disait Rousseau. Rousseau dit quelque part que l'homme ne peut pas accéder à un bonheur complet. Pourquoi ? Parce que son bonheur dépend des autres. Notre vie réussie ne dépend pas que du rapport aux choses. Nous sommes tributaires d'une parole de quelqu'un qui vous a blessé dans votre lieu de travail, de ce que font vos enfants, de votre femme, de votre mari, ou que sais-je. Et seuls les dieux pourraient vivre indépendamment de ce relationnel. Mais dans la mesure où nous sommes des êtres relationnels, alors le bonheur ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas les maîtres du bonheur. Le bonheur vient ou part. Nous ne le possédons pas. Et les modernes pensaient pouvoir posséder le bonheur comme ils possèdent la terre. Et on voit qu'ils ne possèdent pas la terre, mais ils ne possèdent pas non plus le bonheur. Et nous ne le posséderons sans doute jamais. Ni à titre individuel, ni en société. Nous ferons reculer les grandes calamités, ce qui est déjà considérable. Nous pouvons faire reculer beaucoup de grands malheurs, mais le bonheur au sens de la joie de vivre, celui-là, je pense qu'il est l'incontrôlable. Et c'est pas l'argent. Il est l'incontrôlable et ce n'est pas l'argent qui le donne. Même s'il peut apporter des satisfactions, ce n'est pas la même chose. Et puis surtout, il y a une chose que l'argent ne donnera jamais, c'est l'amour, le sentiment, la reconnaissance, toutes ces choses-là, fait que nous ne sommes pas des atomes séparés, nous sommes toujours tributaires des autres, et la seule chose que nous puissions espérer, c'est ce que Rousseau appelait un frêle bonheur. C'est déjà quelque chose, c'est déjà pas mal. Charles-Henri Philippi, et puis ensuite on prendra peut-être une ou deux questions des étudiants à distance ou bien en direct, en live comme on dit. Charles-Henri Philippi. J'ai d'abord tendance à penser que la croissance est utile au bonheur. On se plaint beaucoup de cette crise, mais la globalisation a fait passer le seuil de pauvreté à 500 millions d'Asiatiques. Il y a des gens très très pauvres dans le monde. Et on a besoin de croissance pour pouvoir se développer et progresser. À titre individuel, quand on souffre d'une maladie, on est content qu'il y ait des progrès qui sont liés à la croissance, qui permettent de moins souffrir. On est content de vivre mieux. Donc ce besoin existe. Dans son développement personnel, s'il n'y a pas de croissance, c'est plus difficile aux jeunes d'aller prendre des jobs de responsabilité. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de croissance, les vieux vont rester jusqu'au bout, et de plus en plus longtemps, et ne vont pas faire place aux jeunes. Donc la croissance est une nécessité. Elle ne fabrique pas le bonheur, elle le fabrique à mon avis quand même pour partie, mais elle est une sorte de condition sine qua non. Il y a un deuxième élément qui est que la croissance, c'est ce qui permet de partager du surplus. Si on se partage l'existant, c'est dur, c'est un combat difficile. Montaigne disait, il ne se fait aucun profit qu'au dommage d'autrui, parce qu'il ne savait pas ce que c'était que la croissance, lui. Et donc, si vous vouliez avoir plus, il fallait prendre à quelqu'un d'autre.
Et nous, on est quand même dans un système où il y a pas mal de gens qui essayent de le prendre à quelqu'un d'autre, mais quelque part, en fabriquant plus, on a quelque chose de plus à se partager. Bon. Donc je crois quelque part. Bon. Mais il faut que cette croissance soit compatible avec ce que le monde peut offrir. Parce que si cette croissance d'aujourd'hui fabrique des désastres dans le futur, ou fabrique du malheur dans le futur, si on fabrique trop de dettes aujourd'hui et que nos enfants vont payer la dette, à ce moment-là, on se fait du bonheur sur le compte des autres. Et ça ne va pas. Et puis il y a une deuxième chose, c'est la justice. Je pense que nous avons toujours le regard des autres et le regard sur les autres. Il faut que cette croissance soit juste. Si, comme on le voit aujourd'hui, il y a une partie des gens qui disent « j'arrive pas à comprendre », on est dans une grande crise économique, il y a plus de chômage, etc. Et certains repartent de l'avant comme si de rien n'était, c'est injuste. Et donc, c'est là que le rapport entre la distinction sociale et l'utilité collective est très important. Il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de faire, non pas que tout le monde soit pareil, mais que quand on voit quelqu'un qui a plus, on dit celui-là l'a mérité. C'est très difficile à faire, mais ça doit être ça l'objectif. Alors, Charlotte de l'INSA piaffe d'impatience de poser sa question. Allez-y, oui. Alors, en fait, c'était par rapport à la régulation. Effectivement, on est dans une période de croissance depuis un certain nombre d'années. Moi, je pense que, vu la Terre, les ressources naturelles, etc., on ne pourra pas être dans une croissance éternelle. C'est mathématiquement impossible. On ne peut pas tendre vers l'infini. Voilà. Et d'un autre côté, vous avez parlé... Vous avez parlé de la religion et des traditions qui régulaient justement notre façon de vivre, notre façon de consommer. Maintenant qu'effectivement on est dans une période de laïcité, de mélange des traditions et des cultures, qu'on peut choisir les fêtes auxquelles on veut participer ou pas, comment on va faire pour se réguler ? Est-ce que, par exemple, la dynamique de l'environnement peut être vraiment un poids fort, une croyance en laquelle œuvrer pour l'environnement, pour la planète, pour le futur, est-ce que ça peut être la croyance forte qui permette de nous réguler au niveau de notre consommation, de notre façon de vivre, etc. Réguler, oui, mais sur quels critères? C'est ça que vous voulez dire? Voilà, et comment on va pouvoir réguler justement cette croissance et notre façon de fonctionner. Gilles Lipovetsky. Écoutez, je crois qu'il y aura, on ne peut pas entrer dans le détail, mais je pense qu'il y aura une régulation probablement par les pouvoirs publics, par l'État, mais aussi une régulation par l'éducation des consommateurs. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, je pense, fondamentale, des transformations de la technologie qui permettront quand même de polluer moins, de sauvegarder les chances de l'avenir. Alors, la régulation, ça c'est un des aspects. C'est l'aspect pour l'écologie, la préservation de l'environnement. Mais dans votre question, il y en avait bien d'autres. Le reste, là, c'est pas sûr que ça rentre dans la même chose, parce que réguler, on peut pas imaginer réguler à nouveau les croyances. C'est le contraire des sociétés modernes qui reconnaît la liberté de croyance, de comportement. C'est l'individu qui est souverain. Et heureusement pour nous croyons à cela. Et donc, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'autonomie en ce domaine, y compris dans la religion, dans les modes de vie, dans la sexualité. Toutes ces choses-là sont laissées à l'état presque de souveraineté individuelle. Mais en même temps, on voit qu'il y a un prix à tout ça. Les sectes, le terrorisme, c'est des réactions en partie, en tout cas quand ça se passe dans nos sociétés, à une dérégulation sociale. Parce que la dérégulation totale, elle crée de l'anxiété. Elle crée une anxiété insupportable et il y a un besoin de réencastrer les individus. Alors, c'est une bonne chose quand la régulation, elle devient responsable, compatible avec une société humaniste, démocratique, mais elle peut être dangereuse lorsque, évidemment, par des mécanismes divers, cette anxiété est exploitée
et ouvre la voie à ça. Et je crois que nous n'en avons pas fini. Parce que l'individualisation de la société, elle est anxiogène. Parce que où va-t-on? Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de... Et pour un ensemble d'individus, c'est insupportable. D'où ce retour de cette recherche de tradition, de groupes, de communautés qui vous protègent, qui vous donnent une sorte d'assurance. Vous voyez, c'est dur de vivre avec la liberté parce que vous avez le choix en toute chose. Et donc, pour pas mal de gens, c'est insupportable à vivre. Donc, il y a un bénéfice, il y a aussi des périls. Voilà, Charles-Henri Philippi, peut-être un mot de conclusion. Malheureusement, je crois qu'on n'a plus le temps de prendre une question supplémentaire, donc ça va être par rapport à votre question, la conclusion. Il y a la question du que faire, et puis il y a la question du comment faire. Bon. Je pense qu'il y a un certain consensus sur le que faire. Je pense qu'autour de cette salle, on pourrait se mettre d'accord sur le que faire. On dirait, attendez, l'argent est un bien public. L'argent, c'est ce qui irrigue l'économie. L'argent doit être contrôlé. Bien entendu, nous sommes dans une économie de marché, mais la sécurité de notre épargne doit être assurée. Le financement de l'économie doit être assuré. Bien sûr, les marchés doivent être suffisamment liquides pour pouvoir fonctionner, mais ceci doit être sérieusement régulé et des erreurs importantes ont été commises que tout le monde reconnaît et qu'on doit corriger. Bon. Ensuite, on dirait, le monde est rare, le monde se réchauffe, il y a toute une série de choses à faire. On n'y croit pas tous au même degré, mais le principe de précaution s'impose. Il nous faut une croissance propre, il nous faut investir massivement et créer de la croissance dans les technologies qui vont nous permettre de contribuer à régler ce problème, et on va faire ça tous ensemble. Déjà, si on pouvait se dire ça, d'abord ça crée des valeurs, ça crée de la croissance, et ça crée une croissance compatible avec le monde dans lequel on est. On dit, tout ça est bien, formidable, allons-y. Ah, mais comment on fait ? Le comment on fait, c'est que tous ces problèmes qu'on vient de citer sont des problèmes mondiaux. Et que nous sommes tous avec des cultures très différentes à l'intérieur de nos frontières. Le G20, c'est très bien, mais c'est le meilleur et la pire des choses. C'est le meilleur des choses parce qu'enfin, des gens qui représentent 90% de la richesse mondiale s'asseyent à une même table et disent « qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est la pire des choses parce qu'à 20, on sait bien que c'est très très difficile de prendre des décisions. Et d'ailleurs, au G20 de Pittsburgh, on s'aperçoit qu'au fond, on n'a pas pris beaucoup de décisions et que les problèmes ressurgissent les uns derrière les autres. Et la question du comment faire est une question grave et essentielle. Si on n'y fait rien, à ce moment-là, il y a deux puissances, à mon avis, qui sont dominantes, qui s'appellent les États-Unis, qui est la puissance du passé, en quelque sorte, mais extraordinaire, avec une capacité de recherche, de technologie extraordinaire, et la Chine. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et ils défendront leurs intérêts nationaux, ils feront tous leurs efforts pour essayer d'avancer dans le sens qu'on dit, mais dans leur meilleur intérêt. Et l'Europe, là-dedans, elle a des risques très importants. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est que les jeunes Européens prennent le pouvoir et nous fabriquent une vraie Europe politique. Moi, je trouve qu'il nous faut une révolution européenne pour que le modèle de l'économie sociale de marché relativement écologique puisse s'imposer au monde et simplement que nous puissions défendre nos intérêts de puissance qui auront besoin d'être défendus dans ce monde-là. Bon, on n'y arrivera pas, hein, mais on peut essayer. Mais ça n'empêche pas d'essayer. Voilà. Bien, écoutez, vous voyez que de l'argent et de la question de l'argent et du bonheur, on est arrivé même jusqu'aux questions de géopolitique et de géostratégie. Merci en tout cas à nos deux invités de ce soir pour ces propos extrêmement éclairants, profonds et qui, je pense, nous incitent à réfléchir. Merci à nos étudiants pour leur contribution active et merci également à ceux qui étaient de l'autre côté de l'écran de l'ordinateur, au bout de la fibre optique peut-être. Merci à tous également de votre attention. Bonne fin de soirée.